Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les ressources naturelles d'Afrique ont une valeur sans la technologie qui permet de développer ces ressources naturelles? L'Afrique aujourd'hui compte sur l'achat de ces ressources naturelles pour devenir riche. Mais est-ce que c'est suffisant? Les Africains disent que les autres viennent piller nos ressources naturelles en Afrique sans toutefois faire des contrats de partenaire à partenaire. Certains mettent leurs dirigeants en Afrique pour qu'ils puissent bénéficier de ces ressources naturelles. Alors, la seule solution, c'est de prendre les armes et enlever ces gouvernements-là pour protéger les ressources naturelles en Afrique. Et moi, je dis non. On n'est pas obligé de prendre les armes pour être libre. Aujourd'hui, je vais vous faire suivre une vidéo qui va prouver exactement ce que je suis en train de dire. Suivons attentivement cette vidéo de la révolution iranienne qui n'a pas eu besoin d'armes pour se libérer jusqu'aujourd'hui. Et revenons après pour que je puisse donner mon point de vue. Un îlot de stabilité. C'est ainsi que le président américain Jimmy Carter décrit l'Iran lors d'une courte visite à Téhéran en 1977. En réalité, les germes de la révolution sont déjà là. Le mécontentement va grandissant à l'égard du Shah. Le régime autoritaire de Mohammad Reza Pahlavi, sa police secrète, harcèle systématiquement, emprisonne et souvent torture les opposants politiques. Parallèlement, l'influence de l'ayatollah Ruhollah Khomeini ne fait que croître. Le leader religieux avait été contraint à l'exil en 1964, un exil qui le mènera en Irak. Durant cette période, dans le pays, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour critiquer le Shah. Des journalistes, des intellectuels, des opposants. Durant la seconde partie des années 70, la tension est à son comble. La ville de Qom est le théâtre d'émeutes. Septembre 1978, l'armée ouvre le feu lors d'une manifestation contre le Shah. 121 personnes sont tuées. Pour tenter de mater la rébellion, la loi martiale est imposée dans le pays. Dans la foulée, à la demande du Shah, Khomeini est forcé de quitter l'Irak où il avait trouvé refuge. Le Shah, inquiet de son influence, voulait le maintenir le plus éloigné possible du pays. Khomeini pose alors ses valises à Neuf-le-Château, un village paisible non loin de Paris. En France, il va bénéficier d'une exposition médiatique dont il tire parfaitement avantage. Il continue de diffuser son idéologie auprès mais aussi au-delà de ses partisans à travers des cassettes enregistrées. En 1979, alors que le soulèvement gagne encore de l'ampleur, Khomeini crée le Conseil de la Révolution pour préparer l'avènement d'une république islamique. Quelques jours plus tard, le 16 janvier, le Shah quitte l'Iran pour ne jamais y revenir. C'est le début de la fin pour une monarchie vieille de 2500 ans. Les manifestants accueillent l'événement dans l'allégresse en chantant « Le Shah est parti ». Une joie qui va s'étendre jusqu'en France où Khomeini commente la chute du Shah d'une formule « Allahu Akbar », Dieu est grand. Le 1er février 1979, Khomeini rentre en Iran après 14 ans d'exil. Il est reçu par une marée humaine. Un retour qui va être un tournant décisif dans la révolution iranienne. Khomeini annonce qu'il ne reconnaît pas le gouvernement iranien toujours en place après le départ du Shah. Il prend ses distances avec les États-Unis, un allié de longue date de l'Iran. Finalement, le 11 février 1979, l'armée se déclare neutre. Le gouvernement du Shah, déjà miné par les divisions, s'effondre. Ce jour marque l'anniversaire de la révolution islamique. Un nouveau départ pour l'Iran, mais aussi des relations durablement bouleversées avec ses voisins, mais aussi avec l'Occident. Un tremblement de terre géopolitique majeur, dont les effets continuent de se faire sentir aujourd'hui encore. Alors, comme vous venez de suivre dans cette révolution iranienne, Ayatollah Khomeini a pu faire une révolution seulement avec des cassettes d'enregistrement. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus puissants que ce que les Iraniens, eux, ils ont vécu dans les années 78 et 79. Ça veut dire qu'en Afrique, nous sommes en mesure de faire un peu plus que ce que nous avons vu dans cette vidéo. Mais, qu'est-ce que nous voyons? On voit plutôt des
influenceurs qui sont concentrés à faire de l'argent, à faire des vues, à devenir des stars, au lieu de se concentrer sur le vrai combat. C'est quoi le vrai combat? Mais c'est effectivement d'éduquer la population, de dire à la population que nous sommes à mesure de nous réunir. Et si nous ne voulons pas un gouvernement, nous pouvons enlever ce gouvernement-là. On n'a pas besoin d'envoyer les militaires pour le faire. Tout ce dont les Iraniens avaient besoin, c'était l'unité. L'union fait la force. C'est ça que nous voyons dans cette révolution. Nous ne comprenons pas que même les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent être une plateforme d'esclavage. Alors, mais nous comprenons l'importance des réseaux sociaux. Nous comprenons l'importance de la technologie. Mais pourquoi ne pas donc faire la publicité de nos propres réseaux sociaux? Non, parce que les vidéos où on demande aux Africains de travailler dur ne sont pas populaires. Non. Les vidéos qui sont populaires, ce sont les vidéos où on malparle des autres, où on insulte les autres, où c'est toujours la faute de l'autre personne. C'est-à-dire que quand je fais une vidéo où je présente comment les Occidentaux ont fait des choses en Afrique, les Africains sont contents. Ces vidéos-là ont beaucoup plus de vues. Mais là où je fais une vidéo pour dire à nos frères africains que nous avons nous-mêmes une participation dans ces problèmes qui ont été causés, oh, ces vidéos ont moins de vues. Parce qu'on n'aime pas la vérité. Moi ici, je ne parle pas pour faire plaisir. Je vais nous dire la vérité. Je ne cherche pas les vues. Ces Occidentaux-là, que nous voulons chasser d'Afrique, ont des investissements qu'ils ont faits en Afrique pendant des années. Ils vivent de ces investissements-là. Est-ce qu'ils l'ont fait avec de bonnes intentions ou pas? Ça ne compte même plus. Parce que nous, on se lève et nous disons que les deals ne sont pas bien. Nous voulons partenaire à partenaire. Mais aller loin jusqu'à dire qu'ils doivent quitter le Niger, quitter l'Afrique, ce n'est pas réaliste. Ils ne vont jamais quitter l'Afrique. C'est-à-dire que si vous dormez dans la nuit et que vous rêvez que les Occidentaux ont quitté l'Afrique, c'est un début de malaria. Et si vous ne soignez pas ça rapidement, ça va devenir la folie. Parce que ça ne va pas se réaliser. Nous devons être réalistes. On doit se dire les vérités telles qu'elles sont. Par contre, ce que nous devons faire, c'est de nous battre pour avoir des deals de partenaire à partenaire avec des Occidentaux ou alors les Russes, les Chinois et le reste. Les émotions ne font pas partie de ce combat. Ceux qui veulent se lever aujourd'hui et qui n'ont aucune arme, ils n'ont rien, ce sont des gens émotionnels. Ils comptent sur les forces des Russes pour venir les défendre. Vous commencez par un coup d'État. Maintenant, nous savons qu'il y aura une intervention militaire qui va venir. Nous allons maintenant dire que c'est Wagner qui doit venir combattre pour nous. La Russie ne va pas envoyer les gens combattre pour l'Afrique. Alors, maintenant, les questions seront, est-ce que nous devons laisser que ces gens-là viennent piller nos richesses? Alors, voici ma réponse. Est-ce que ce sont les Africains qui ont mis ces richesses-là, ou alors nous, les Africains, avons trouvé ces richesses-là? Ces richesses sont dans le sol africain pendant des décennies. Avant la création des êtres humains, ces richesses étaient là. Ces richesses ne vont pas finir. La question que nous devons poser, c'est est-ce que nous sommes à mesure de les chasser? C'est ça la vraie question. Si nous ne sommes pas à mesure, qu'est-ce que nous devons donc faire pour au moins limiter les dégâts? Apprendre à développer la technologie. On n'a pas besoin du gouvernement pour le faire. Ce n'est pas le gouvernement qui invente les réseaux sociaux. Ce n'est même pas le gouvernement qui fait des armes. Toutes les technologies sont faites dans les secteurs privés, par l'intelligence des êtres humains, sans l'aide des gouvernements. Le propriétaire d'un réseau social est beaucoup plus puissant qu'un président européen. Parce que lui, il a des milliards de personnes et il peut distribuer toutes les informations qu'il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en Afrique, nous devons travailler dans le secteur privé pour inventer, chercher à financer ces projets. Voilà pourquoi il y a des forums comme ce qu'on a vu en Russie. Il y a souvent le forum de Saint-Pétersbourg qui se fait chaque année en Russie où les gens viennent pour investir dans les projets. Aujourd'hui, l'Inde, la Russie, la Chine et les autres viennent pour investir. Et quand on nomme ces pays-là, ce ne sont pas les gouvernements qui le font. Ce sont des secteurs privés qui le font. Si on peut chercher à avoir seulement un seul réseau social en Afrique, on peut avoir des conversations privées entre nous, Africains. Mais c'est vous-même qui venez encore dans les réseaux sociaux des Occidentaux, donnez vos plans de guerre là-dedans.
C'est-à-dire qu'ils nous prennent comme des clowns. Vous venez donner tous vos secrets dans les réseaux sociaux des Occidentaux. Oh, comment vous allez aller en guerre? Comment vous allez faire ceci? Combien de vidéos nous faisons pour sensibiliser les Africains pour travailler dans la technologie? Sans la technologie, nous ne pouvons pas protéger les ressources naturelles d'Afrique. Tenons-nous tranquilles. Ces ressources naturelles ne sont pas les richesses pour l'Afrique, tant qu'elles ne sont pas développées par les Africains eux-mêmes. Ce ne sont que des ressources naturelles qu'on vend aux autres. Et ceux-là qui les développent en font de ces ressources naturelles des richesses. La deuxième question qu'on va me poser. Oh, est-ce qu'on doit donc laisser que ces gens-là viennent tuer nos populations? C'est comme si nous-mêmes, on valorise la population en Afrique. Regardez bien comment les gens meurent en Afrique. Nous tuons les gens par empoisonnement. On maltraite les enfants. On maltraite les femmes. C'est-à-dire que les droits humains en Afrique ne sont pas respectés. Les gens meurent de négligence dans des hôpitaux. Et pas seulement dans des hôpitaux publics. Même dans des hôpitaux privés. Moi-même, j'ai failli être victime de ce genre de choses. Dans les années 99, je pars dans un hôpital au Cameroun pour donner le sang à ma grand-mère. On commence à me prendre le sang. La poche de sang est déjà remplie. Les deux infirmiers qui étaient supposés me surveiller sont en train de causer ensemble, raconter comment ils voulaient faire des partous avec des filles et puis ce genre de choses. Je suis là, assis, le sang est en train de partir. Je commence à avoir des vertiges. La vision commence à être floue. Je commence à me sentir très faible. Et je pousse un cri faible. Et c'est là où ils me regardent. Et ils viennent en courant. Oh mon Dieu, la poche de sang était déjà pleine. Les gars m'avaient oublié. C'est comme ça qu'ils m'allongent. Le sang revient dans la tête. Et puis petit à petit, je commence à revenir. Alors, vous imaginez ce genre de choses-là. Voilà comment les gens meurent en Afrique. Nous-mêmes en Afrique, on n'a pas de valeur pour la vie humaine. Tout ce que vous avez besoin de faire, quand vous voulez tuer quelqu'un en Afrique, c'est seulement aller dire « Hey, celui-là veut évoluer plus que toi. » C'est tout. Le gars va te dire « Hein? Ah bon? Ok, laisse. Moi-même, je vais acheter le poison. » Quelles sont les cérémonies les plus célébrées en Afrique? Ce sont les deuils. Un morguier en Afrique, je vous l'assure, est beaucoup plus riche qu'un morguier en Occident. Parce que quand il y a deuil en Afrique, mais il faut voir ce qui se passe. Il y a le cercueil, il y a des organisations, les gens portent des uniformes, il y a des groupes de danse, le deuil peut durer des semaines. C'est-à-dire qu'il faut voir, les gens voyagent de l'Occident jusqu'en Afrique pour aller célébrer la mort. Commençons d'abord par valoriser nous-mêmes la vie humaine africaine avant de dire que les autres viennent nous tuer. Il y a beaucoup d'opportunités dans le monde multipolaire qui est en train de commencer aujourd'hui. Nous devons prendre ces opportunités-là. Les pays comme la Russie, qui sont sanctionnés par les Occidentaux, savent qu'ils ont besoin d'investir en Afrique. En retour, nous devons leur demander comment nous devons faire pour apprendre la technologie. Apprenez-nous la technologie. On ne se rend pas compte que la guerre d'aujourd'hui, c'est une guerre de technologie. Si aujourd'hui il y a intervention militaire au Niger, qu'est-ce qui va se passer? Ce seront seulement les drones. Vous connaissez les drones, les avions robots qu'on téléguide à partir de n'importe où dans le monde. Ils peuvent seulement envoyer ça et bombarder le Niger. Et si les militaires du Niger, eux, n'ont pas ce genre de technologie, mais c'est fini. Ils n'auront même pas le temps de combattre les propres soldats. Les drones vont d'abord faire le travail. Ils vont d'abord bombarder partout. Ils vont d'abord tuer la population avant que les troupes ne viennent entrer. C'est ça la technologie. Alors, ce n'est pas, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin du gouvernement pour aller apprendre des technologies. Quand on commence par faire des simples choses, on viendra nous dire de faire des grandes choses. Celui qui comprend que son adversaire est beaucoup plus fort que lui est assez humble pour aller d'abord se préparer avant de venir dire qu'il veut se battre. Alors pour finir, j'aimerais dire une chose. Pour que le monde change, il faut d'abord que l'être humain puisse garder sa propre dignité. La dignité est positive. Je vous donne un exemple. Quand un militaire qui a prêté serment de protéger la nation, d'obéir aux ordres, quand ce militaire-là se lève et fait un coup d'État, il va contre son serment qu'il a prêté. Si son argument, c'est que le gouvernement dans lequel il a prêté serment n'est pas un gouvernement légitime parce qu'il maltraite la population, alors il doit d'abord démissionner de ce gouvernement-là.
dès qu'il aura démissionné de ce gouvernement, rendu toutes les responsabilités que ce gouvernement, qu'il appelle lui-même non légitime, lui a données, en ce moment-là, il part se préparer pour venir donner sa proposition et prendre dans le pouvoir. Mais quand un militaire fait un coup d'État, il va contre le serment qu'il a prêté, il n'est plus légitime lui-même. Il n'a plus de crédibilité. Et donc, il perd sa propre dignité. On n'aura plus confiance en lui, en quoi que ce soit. Oui, et il sait ça lui-même. Vous ne pouvez pas aller dans la maison du diable, prêter serment là-bas, prendre tous les pouvoirs du diable et puis venir dire que vous voulez combattre le même diable. C'est impossible. La positivité ne va pas naître dans la négativité. Seule une révolution civile peut libérer un pays.